Donc la région Occitanie et la région Île-de-France vont nous parler du ZAN et de comment les architectes peuvent apporter des solutions aux élus locaux. Donc je cède la parole à Christian ou Fabien. Christian, voilà. Bon débat. Merci Valérie. Déjà un grand merci à Agnès Langevin, qui est deuxième vice-présidente à la région Occitanie en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. Un grand merci également à Daniel Cornalba, le maire de l'Étang de Ville dans les Yvelines. Et également un grand merci à Gaylor Le Sheker, premier adjoint de la ville de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, délégué à la ville résiliente, à l'urbanisme, aux espaces publics, aux grands travaux de transport et à la protection des murs à pêche. Donc, il n'est jamais inutile de rappeler un peu quand on parle d'artificialisation, de quoi on parle. Donc, dans la loi climat et résilience, l'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc, une surface est considérée comme artificialisée lorsqu'elle est destinée aux habitations, aux activités, aux réseaux de transport et en opposition aux surfaces NAF, qui sont les surfaces naturelles, agricoles ou forestières. Donc sans se noyer dans les chiffres que je vais vous donner après, et d'abord dire quelles sont les conséquences de l'artificialisation des sols. Donc on sait, alors j'en ai coché 5, une érosion de la biodiversité par la perte d'habitat naturel et la fragmentation des écosystèmes, et Dieu sait que la biodiversité a besoin d'être soutenue. Une diminution des services écosystémiques des sols naturels, régulation de l'eau, filtration des polluants, préservation de la fertilité du sol. Un impact sur le changement climatique, les espaces naturels agissant en tant que puits de carbone. Une diminution de la résilience face aux risques, tels les inondations ou les incendies de forêt. Et une augmentation de l'étal urbain qui génère une consommation énergétique accrue par l'augmentation des déplacements motorisés. Alors, pour donner quelques chiffres, des ordres de grandeur, on estime qu'en France, quasiment 10% de la surface métropolitaine est artificialisée. C'est 25% en Île-de-France et c'est 7% en Occitanie. Alors, l'artificialisation des sols représente chaque année en moyenne sur l'ensemble de la métropole 25 000 hectares. Uniquement 10 000 en Île-de-France, mais comme vous avez déjà beaucoup artificialisé, forcément vous avez du mal à artificialiser. Par contre, en Occitanie, c'est 33 000 hectares chaque année qui sont artificialisés. Donc on est nettement au-dessus de la moyenne nationale. Et au vu des tendances actuelles, si on ne faisait rien, en 2030, 280 000 hectares seraient artificialisés, c'est-à-dire la superficie du Luxembourg. Donc face à ces constats, en 2021, la France s'est fixée avec la loi climat et résilience l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols dès 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031. À noter que l'objectif ZAN des sols n'implique pas l'arrêt total de l'artificialisation de nouveaux espaces, à condition de renaturer à proportion égale. L'artificialisation nette d'un territoire est donc le solde entre les surfaces nouvellement urbanisées et les surfaces nouvellement rendues à la nature. La loi cherche également à surmonter les difficultés de son application en donnant davantage de pouvoir aux collectivités. C'est une loi qui est territorialisée. Enfin, en juillet 2023 est publiée la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, dite loi ZAN. Le ZAN est une opportunité pour repositionner le foncier au cœur des politiques d'aménagement. Il apporte un véritable intérêt si sa dimension réglementaire est dépassée pour privilégier sa capacité à dynamiser les stratégies foncières et à mettre en cohérence territoriale les projets. Atteindre l'objectif zéro artificialisation nette appelle des mesures ambitieuses, au premier rang desquelles modifier les règles d'urbanisme pour favoriser le renouvellement urbain et la densification de l'habitat et renaturer les espaces artificialisés laissés à l'abandon. En 2024, bientôt, les SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, élaborés par les régions,
devront territorialiser les objectifs de diminution pour chaque territoire. Par la suite, les documents de planification communaux et régionaux devront intégrer cette notion de sobriété foncière. Voilà, j'ai essayé de replacer le cadre, de savoir de quoi on va parler. Et donc on va vous laisser maintenant à chacun quelques minutes pour dire comment vous avez... ah oui, pardon, excusez-moi. D'abord, on va vous donner quelques autres chiffres à l'échelle plutôt de l'Île-de-France et ensuite vous pourrez intervenir pour vous positionner. Oui, peut-être. Ouais. Non, juste quand même un petit mot pour introduire, Christian, si tu me permets, pourquoi le Conseil régional de l'Île-de-France a diligenté une enquête autour de la densité. Parce qu'effectivement, qui dit ZAN, donc un travail sur une surface égale pour accueillir manifestement de plus en plus de personnes et de plus en plus d'activités, dit densification mathématiquement des tissus urbains. Et donc nous, architectes, en tout cas au CROAIF, il nous a paru intéressant d'avoir l'avis du public. Qu'est-ce que les personnes, les citoyens pensaient en Île-de-France de la question de la densité et du ZAN. Et donc c'est pour ça que, Guillaume, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, on a réalisé cette enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population francilienne pour avoir leur retour, leur perception à la fois de la question de la densification urbaine et du ZAN, après leur avoir évidemment présenté ce qu'est le ZAN, parce que tout le monde aujourd'hui ne sait pas encore ce qu'est le ZAN. Alors déjà, un premier renseignement, là c'est vraiment des premiers résultats, parce que l'enquête vient d'être réalisée. Premier résultat assez marquant. Alors, sans surprise, mais c'est important de le rappeler en termes aussi d'ampleur, c'est que la densification, très spontanément chez les franciliens, elle est associée à des choses assez négatives, à la fois de bétonisation, de difficulté à trouver un logement et aussi d'insécurité liée vraiment à cette idée qu'il y a trop de personnes sur le même territoire. Et les franciliens, ils estiment également que la densité a plutôt un impact négatif sur leur qualité de vie. Ils sont 44% à le dire, quand on est à peu près 21% qui estiment que la densité a plutôt un impact positif. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que ce n'est pas dans les territoires franciliens les plus peuplés ou les plus denses que le ressenti est le plus négatif. C'est-à-dire que les Parisiens, ils vivent moins mal la densité, on va dire, que les habitants de la Seine-et-Marne. Malgré tout, il y a vraiment une crainte assez partagée dans la population francilienne d'une augmentation dans les années à venir de la densité. 59% des franciliens disent qu'ils seraient prêts à quitter leur quartier, à déménager, si jamais la densité augmentait de manière importante là où ils vivent. Voilà un petit peu sur cette perception de densité qui pose de vrais enjeux aussi par rapport au ZAN. On a interrogé les Français sur leur connaissance du ZAN. Donc, il y a 42% aujourd'hui des franciliens qui connaissent le ZAN, qui disent en avoir entendu parler. Donc 15% qui savent précisément de quoi il s'agit. Donc il y a encore des marges de progression pour expliquer les enjeux liés à cela. Une fois qu'on leur a présenté de manière synthétique de quoi il s'agit, il y a a priori plutôt une bonne perception. 80% des franciliens pensent que cette démarche du ZAN est plutôt une bonne chose. Et ils imaginent des impacts plutôt positifs sur la biodiversité, sur la qualité de vie des franciliens et aussi sur leur propre qualité de vie. En revanche, il y a des craintes qui sont assez importantes sur l'impact négatif que le ZAN pourrait avoir sur le coût du logement en Île-de-France. Et on sait que c'est une question très, très importante. Donc par rapport à ça, ce qui est aussi assez intéressant de noter, c'est que quand on demande aux franciliens s'ils jugeraient acceptable ou si, à titre personnel, ils pourraient accepter un certain nombre de changements qui permettraient de densifier tout en évitant l'étalement urbain, on voit que les franciliens aujourd'hui expriment d'assez fortes réticences à changer, que ce soit de louer une partie de leur logement, par exemple, à quelqu'un, de vivre dans un logement plus petit, mais également de vivre dans des quartiers où il y aurait des logements de grande hauteur, ou à eux-mêmes vivre dans des quartiers, dans des étages élevés, par exemple, ou de surélever leur logement. Donc il y a effectivement d'assez fortes réticences, y compris aussi sur la densification de quartiers, de zones pavillonnaires. Et ces réticences, elles sont d'ailleurs particulièrement fortes dans les départements qui aujourd'hui sont les moins denses. Donc c'est pas forcément à Paris qu'il y a plus de crainte de densifier davantage, c'est plutôt dans les plus petites communes. Et juste pour terminer sur ces premiers résultats également, on a interrogé les franciliens sur leur confiance à l'égard des différents acteurs pour relever ces défis liés à la densification. Il y a deux acteurs qui ressortent
en premier en termes d'acteurs dans lesquels on a le plus confiance, et ça tombe bien pour notre présentation d'aujourd'hui. C'est d'une part les architectes, 53% des Franciliens leur font confiance pour relever les défis liés à la densification, et puis les élus locaux également à peu près au même niveau. Donc voilà pour les principaux enseignements de cette enquête toute récente. On va maintenant passer la parole à Agnès Langevin, la vice-présidente de la région Occitanie. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre invitation. C'est un sujet d'actualité. Il y a eu beaucoup de débats, de prises de position sur le zéro artificialisation nette dans le cadre du Congrès. C'est un débat qui est, en tout cas dans sa mise en œuvre opérationnelle, qui est d'actualité pour les régions dans le cadre de la révision, de l'actualisation de leur schéma, le fameux SRADET, le schéma régional d'aménagement du territoire. Je fais court, que vous connaissez toutes et tous, avec des discussions avec les territoires, notamment les territoires de SCOT, des gouvernances à mettre en place avec les conférences régionales et la clé de répartition, puisque le but c'est quand même de territorialiser, d'aller beaucoup plus bas que ce que nous avons dans la maille territoriale de ce que nous avions fait dans la première version du SRADET. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes documents pour vous en région Île-de-France, mais c'est quand même le même esprit, disons, et de pouvoir donc mobiliser, engager les acteurs et notamment les élus donc des territoires de SCOT, de PLUI, donc les EPCI majoritairement, pour à la fois avoir un axe de rééquilibrage de l'aménagement du territoire pour des régions comme l'Occitanie, qui sont très diverses dans la frange littorale, deux métropoles, des milieux plus ruraux, voire montagnards, avec une région, tu as rappelé le chiffre de la consommation d'espace, à une région qui est fortement attractive, puisque chaque année, ce sont plus de 40 000 nouveaux habitants qui s'installent en région Occitanie. Donc on a un défi d'accueil, mais aussi, et ça c'est un paradoxe que nous connaissons tous, un taux de logements vacants, plus de 3,6 millions de logements vacants en Occitanie, qu'il va falloir remobiliser aussi, puisque la réserve foncière, les logements sont déjà finalement construits, certes à réhabiliter, à redesigner aussi sûrement, mais en tout cas à réaménager ce territoire si on veut amener des outils d'accompagnement efficients et efficaces aux collectivités. Donc c'est vraiment l'actualité des régions. Je ne rentre pas dans la technique encore des discussions avec l'État, notamment la consommation d'espace qui relève de grands projets ou de projets d'intérêt national. Ce sont encore des questions qui sont en débat. Pour autant, et c'est aussi ça de mon point de vue, et il est partagé par de nombreux élus régionaux, la mission finalement des régions à travers ces politiques sectorielles, bien sûr d'aménagement du territoire, de transition écologique, on a parlé de biodiversité, d'habitat, de formation aussi, c'est important, d'accompagnement économique, notamment de la filière bâtiment, mais de pouvoir aussi mettre en cohérence l'ensemble de nos objectifs. Quand on a un objectif de biodiversité, de restauration ou de préservation, quand on a un objectif de lutter contre le réchauffement climatique et d'être beaucoup plus résilient, il faut mettre en cohérence tout ça, donner du sens et faire partager en tout cas d'autres bénéfices à ce zéro artificialisation nette que sa traduction mathématique dans le document d'urbanisme. Donc on nous a donné 3 minutes pour l'introduction, je ne vais pas être plus longue parce que c'est un sujet assez passionnant, passionné parfois, mais en tout cas je trouve qu'il est quand même enthousiasmant. Bien, bonjour à tous, Daniel Cornalba, maire de l'Étang-la-Ville. Je me suis tout à fait reconnu dans une partie des chiffres qui ont pu être donnés. Je précise simplement, l'Étang-la-Ville est donc une ville de région Île-de-France, grande couronne, composée à 2/3 de forêt, une forêt domaniale qui appartient à l'État et qui à ce titre est protégée et dont on demande un niveau de protection supérieur encore. Le tiers restant est lui-même assez boisé encore, c'est tout le sujet, mais également traversé d'un certain nombre de ruisseaux, avec un vrai enjeu de renaturation, etc. Je le dis volontairement puisqu'on a augmenté de 10% notre population en 2020, donc il y a 3 ans.
Et clairement, une bonne partie, pas tout le monde, mais une bonne partie viennent de Paris ou de Petite Couronne en nous disant la famille s'agrandit, on cherche de l'espace vert, on cherche de quoi respirer. Évidemment, il y a un énorme enjeu de connexion en termes de transport. Il se trouve qu'on a 3 gares, donc de ce point de vue-là, on a la connexion avec le Grand Paris et en même temps, on a ces espaces naturels. Donc les gens nous disent, et c'est tout le paradoxe, on vient pour les espaces naturels et en même temps, le fait de venir met une tension aussi sur la construction, la densification, et donc il y a en quelque sorte une tension que nous, élus locaux, avons à gérer derrière. C'est un peu pour le rappel, et simplement ça permet d'en venir directement au zéro artificialisation nette, pour dire qu'évidemment le sujet, on le met sur la table aujourd'hui, mais on n'a pas attendu la loi ou le sigle ZAN pour finalement en faire sans le savoir. Les notions de trame verte, les notions de trame bleue, de trame brune étaient déjà sur la table depuis un moment, et y compris dans nos documents d'urbanisme. Même si le SRADET ou chez nous le SDRIF n'incluait pas forcément tous ces éléments, un certain nombre de communes, c'était le cas de la mienne, avaient pris les devants, notamment en adoptant un plan local d'urbanisme qui prévoyait que désormais il y ait une obligation de 40% de perméabilisation des sols sur toute opération de construction. Pareil, ça n'empêche pas la construction, mais ça permet d'obliger aussi l'architecte et puis globalement le promoteur ou toute personne qui construit de dire vous devez intégrer dans votre réflexion les espaces naturels. Et je dis ça un peu en incidente, mais ce n'est pas complètement accessoire. On y a aussi mis un certain nombre de minima en termes de production de logements sociaux, puisque nous sommes en région Île-de-France, mais pas seulement, soumis évidemment aussi à des lois qui nous demandent de produire du logement social. Et là aussi, quand je parle de tension et de contradiction à gérer en tant que maire, c'est aussi parfois ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des services instructeurs de la part de l'État qui vont nous inciter à construire en disant « vous ne construisez pas assez ». Et dans le même temps, une autre partie des services de ce même État qui vont vous dire « vous ne pouvez pas construire à cet endroit-là puisque c'est une zone qui doit rester naturelle ». Et à la fin, on se retrouve parfois bien embêté, puisqu'à la fin, en réunion publique, c'est quand même le maire qui se retrouve face au public et aux habitants à essayer d'expliquer quelque chose que parfois tout le monde ne comprend pas. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette logique. Je terminerai simplement, puisqu'après on aura amplement le temps de discuter, de dire que finalement, un des enjeux qu'on a, c'est que par moment, une des logiques du ZAN qui fait qu'à titre personnel et aussi en tant que membre du bureau de l'Association des petites villes de France, on est favorable à l'idée du ZAN en tant que tel. Le but, c'est aussi de limiter l'artificialisation des sols et on va dire l'extension urbaine infinie qu'on a pu connaître. Ça se fait parfois avec une question de dire, bon, bah, ça veut dire qu'il faut densifier là où c'est déjà construit. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des populations comme la mienne, où dans l'échange qu'on va avoir, on va nous parler de dents creuses en disant mais ici vous avez une dent creuse. Mais ce qui peut être perçu comme une dent creuse par certains, c'est l'espace vert, c'est l'îlot de fraîcheur pour d'autres. Et donc je le dis volontairement puisqu'on parlait de plan climat. Il se trouve que c'est aussi un des sujets que je suis dans mon agglomération. On cherche précisément aussi à remettre des îlots de fraîcheur, à réimperméabiliser. Et donc voilà, on a cette tension à gérer. Je ne dis pas qu'on a la solution parfaite. Le ZAN nous oblige à aller plus loin et à assumer ce débat-là. Mais je veux vraiment souligner aussi la problématique pour nous, évidemment d'être dans un dialogue avec les architectes, et donc que les projets soient réfléchis avec la population et les élus locaux, évidemment, mais aussi vraiment pointer du doigt la nécessité d'être accompagnés. Et on sent que si les textes de loi ont été adoptés, leur mise en place concrète fait encore l'objet de couacs, on va dire poliment de hiatus, un mot un petit peu voilà, au sein même des services de l'État, et qu'il y a des vrais arbitrages à prendre. Et je pense que c'est très bien qu'on ait des tables rondes aussi comme celle-ci pour essayer de dessiner des perspectives. On a quelques propositions en la matière, mais je vais m'arrêter là et laisser la place à Montreuil. Merci beaucoup. D'abord, merci à l'Ordre pour votre invitation et puis pour ce temps d'échange. Je voudrais m'inscrire dans la continuité de ce que vient de dire Daniel, en disant que l'étude que vous présentez finalement est assez à l'image de ce qu'en tant que premier adjoint à Montreuil, notamment en charge de l'urbanisme, je vis un peu au quotidien dans la relation avec les habitants. C'est-à-dire, on est d'abord en première couronne, juste de l'autre côté, il y a notre banlieue qu'on appelle Paris, un territoire qui est déjà très dense. Le territoire de Montreuil, c'est aujourd'hui 110 000 habitants. Donc on va dire que la densification a déjà eu lieu et qu'on est plutôt dans des territoires qui sont déjà largement artificialisés et sur lesquels on est plutôt dans une logique, nous, d'aller à rebours, c'est-à-dire de regarder notamment sur des secteurs industriels ou sur d'anciens sites d'activité qui étaient relégués sur la première couronne de Paris, de travailler à la désimperméabilisation et à la reconquête de nouveaux espaces verts. Pour vous dire, sur le territoire d'Est Ensemble et sur la ville qui est la mienne,
on devrait être, c'est les chiffres, à 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Dans certains secteurs de notre ville, on est à peine 3%. Donc on voit bien qu'on a un enjeu à la fois de reconquête, et on est en train de vivre un sujet très intéressant avec notamment l'arrivée d'une infrastructure de transport. On a un tramway qui arrive en lieu et place d'une bretelle d'autoroute qu'on est en train de déconstruire. Donc ça, pour un élu, c'est assez génial. C'est vivre la déconstruction d'une autoroute et la construction d'un tramway qui du coup libère pas mal d'espace. C'est à peu près un périmètre d'une vingtaine d'hectares. Et quand on est dans une logique d'aménagement du territoire, vous savez comment ça se passe, et les architectes le savent en particulier. Si vous travaillez et vous demandez à un aménageur, en particulier un aménageur privé, il va tout de suite faire tourner des bilans, et en disant le seul moyen que j'ai d'équilibrer mon bilan, ça va être de vous générer une constructibilité qui va être la plus élevée possible. Et nous, on a voulu l'aborder différemment, en rêvant un peu et en disant on va planter d'abord pour justement travailler à cette désimperméabilisation et reconquête, et ensuite, les dents creuses que les espaces verts n'auront pas été reconquérir, on se posera la question de quel type de densité. Et ça fait écho, je trouve, à ce que vous dites, parce que quand vous avez évoqué votre enquête, si j'ai bien entendu ce que vous disiez, densité est souvent comparée aux grands ensembles qui font peur, issus notamment des années 60-70, où on avait besoin de construire en masse, et on a fait ces grands ensembles. On en a à Montreuil sur lesquels on est sur des programmes de renouvellement urbain. Et donc il y a encore cette image de la densité qui est plutôt repoussoire. Or, quand on prend le temps, effectivement, et donc c'est là qu'on a besoin finalement de ce dialogue avec l'habitant et avec les professionnels du secteur, de se dire que la densité peut ne pas être un gros mot, et peut être acceptée à partir du moment où elle n'est pas imposée, où elle n'est pas vécue par l'habitant comme quelque chose qui va trop vite à l'échelle d'une vie. On l'a vécu à une époque sur notre territoire, en particulier à la frontière avec Paris, où vous avez de gros bâtiments qui ont été construits, où on a complètement oublié à cette époque-là la question des espaces de respiration, des espaces verts, des équipements publics, et donc la densité a été perçue comme quelque chose de très négatif. Et là, pour conclure sur l'arrivée de cette infrastructure, se dire que parce qu'on se donne un objectif de 60% d'espace vert et non plus l'inverse, c'est-à-dire un petit reliquat de 10% d'espace vert à la fin, l'habitant est capable de comprendre que pour libérer ces espaces de sol, je vais avoir besoin à certains endroits, pas partout, de monter davantage et de travailler, c'est ce qu'on a essayé de porter, non pas à l'échelle simplement de la parcelle, mais avoir une réflexion à l'échelle de l'îlot, élargir la réflexion pour recoudre les territoires. Donc du coup, moi, cette enquête me parle beaucoup. Je ne sais pas comment elle aurait été perçue, puisqu'elle a été essentiellement, si j'ai bien entendu, réalisée en Île-de-France, sur d'autres territoires et sur les territoires qui sont les tiens. Je pense que les choses s'abordent un peu différemment. Merci pour ce premier tour de table. Juste dire que finalement, ce qu'on essaye de préserver, c'est totalement le vide aujourd'hui qui est une richesse et qui est une assurance aussi pour notre avenir commun, et que pour regarder ce vide en bonne forme, eh bien, on va devoir travailler le mieux possible sur le plein. Donc vous l'avez dit, Madame la vice-présidente, d'ailleurs, c'est aller rechercher là où les logements sont aujourd'hui abandonnés. Encore faudra-t-il y pouvoir y loger de l'économie. Aujourd'hui, les architectes se sont mobilisés, et ça fait longtemps d'ailleurs, autour de la question de la réhabilitation, c'est-à-dire le faire avec. Déjà, arrêtons d'avoir la ville jetable, la ville facile, comme le dit Christine Lecomte, et travaillons vraiment avec la matière pour en faire le plus possible et l'intensifier. Donc il y a ce travail déjà autour des ressources qui est intensifié aujourd'hui de plus en plus par les professionnels de l'acte de construire, et évidemment au cœur les architectes. On a aussi la question, et vous l'avez dit, à Montreuil, à Étang-la-Ville, la question des formes urbaines. Alors est-ce que cette réflexion autour des formes urbaines, elle n'appelle pas justement à faire la ville, à prévoir la ville autrement? Alors on a les SRADET, on a le SDRIF en Ile-de-France, tout ça, ça impose au SCOT, au PLUI, etc. Mais est-ce que l'urbanisme réglementaire, quand on veut faire de la pédagogie avec les citoyens, les habitants, est-ce que l'urbanisme réglementaire à la parcelle est finalement opérationnel? On le voit, une dent creuse peut être à la fois un espace pour loger quelques familles, mais aussi un espace pour la végétation, pour de la faune, pour de la flore, pour simplement un îlot de fraîcheur. Donc comment on arbitre tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon justement
d'imaginer les processus de fabrication de la ville avec une ville un peu peut-être plus citoyenne, où les architectes pourraient aussi trouver une place légèrement différente. Je voulais avoir votre avis, on voulait avoir votre avis sur ce que vous attendiez aussi des architectes, à la fois sur leur vision, enfin votre vision sur ce qu'ils peuvent faire autour des bâtiments à construire, des bâtiments existants à transformer, et puis comment ils peuvent être, vous accompagner, vous, élus, dans le processus de transformation de vos territoires. Libre, parole libre. Alors, pour la région Occitanie, nous travaillons à un projet de délibération là, pour le mois de décembre, donc dans quelques semaines, qui est un plan habitat durable, habitat vivant. Alors évidemment, on ne certes pas l'habitat comme un EPCI, une collectivité ou un département peut l'appréhender. C'est la raison pour laquelle la plus-value et l'intervention de la région va vraiment plutôt se construire autour de l'habité, de l'habitabilité, et de définir avec les parties prenantes, dont les architectes, finalement, à la fois l'acte de construire ou l'acte de rénover avec son modèle économique, ça a été quand même évoqué, de comment on peut évidemment s'inscrire dans une économie circulaire, c'est reconstruire la ville sur la ville, être sobre en ressources et en foncier, mais aussi et surtout pour nous, ce qui est important, je crois que ça a été dit dans l'intervention précédente, avoir des périmètres d'intervention peut-être beaucoup plus larges que le logement en tant que tel ou le bâtiment, et de penser finalement de façon beaucoup plus écosystémique les interdépendances, les interrelations, les moments de respiration, la renaturation. Et ça suppose quand même de discuter un peu différemment, bien sûr, avec les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, mais s'appuyer aussi sur de l'accompagnement. Alors, on le finance déjà en région Occitanie, on fait beaucoup d'accompagnement en maîtrise d'usage pour donc accompagner financièrement donc la maîtrise d'ouvrage, à associer, à concerter, à impliquer, à faire participer les habitants, les futurs usagers. Donc c'est des nouveaux métiers aussi, avec vraiment de l'expertise, de la compétence pour amener à la fois un récit nouveau sur comment on habite, comment on vit ensemble, avec des paradoxes dont on est tous aussi, on a beaucoup d'ambivalence. On veut une maison, un jardin, mais voilà, on a aussi des engagements écolos, donc on est tous traversés par ça. Et de pouvoir également basculer les imaginaires, c'est-à-dire que oui, on parle de densité, mais je ne sais pas si on met la même chose derrière le terme de densité, enfin... Voilà, et de re-questionner tout ça. C'est la raison pour laquelle on va solliciter, donc je le fais de façon officielle, donc la profession et l'ordre des architectes d'Occitanie pour aller peut-être, y compris dans des réunions, vraiment dans des villages, dans des communes moyennes, réinterroger avec les habitants sur comment on veut vivre, comment on veut habiter. On a beaucoup de formes d'habitat alternatif, enfin d'autres modèles. Je sais pas, alternatif c'est un peu galvaudé peut-être, mais en tout cas des citoyens qui se mettent en collectif et qui innovent sur l'acte constructif, sur la gouvernance aussi du lieu. Et peut-être que c'est avec eux qu'on va à la fois dégager bien sûr des opérations emblématiques, mais avec, et c'est ça aussi un petit peu le levier qu'on n'a pas encore trouvé, c'est qu'est-ce qui va nous permettre de changer d'échelle. Parce que des opérations exemplaires, emblématiques, atypiques, alternatives, on en connaît. Et de tout temps, l'architecture, ça a été ça dans votre histoire. Mais comment on change d'échelle au regard des enjeux? Et ça, évidemment, ça amène d'autres secteurs de la profession qui sont peut-être en recherche d'autres bénéfices que les nôtres, de rentabilité, de modèles. Donc, et ça, peut-être aussi quand moi je suis dans un département où il y a beaucoup de lotissements, des lotissements avec des murs très hauts.
avec des votes très hauts aussi de certains partis qui aussi contestent le ZAN, contestent les ZFE, contestent toute la transition écologique. Donc comment vous, quand vous êtes face à un particulier qui veut sa maison, parce qu'on lui a dit que c'était ça aussi la réussite sociale, comment vous allez pouvoir, avec le temps qui vous est imparti, pouvoir aussi accompagner peut-être d'autres accompagnements. Mais voilà, c'est un défi assez collectif. Je pense qu'on voit que le sujet est hautement politique, c'est ce que vous montriez. Je voulais simplement dire un élément par rapport au ZAN lui-même, qu'on ne tombe pas dans le risque. J'y ai pensé en vous entendant dire le vide par opposition entre guillemets au plein. On voit très bien ce que ça signifie. Je voudrais juste pas qu'on tombe dans une vision totalement binaire. C'est-à-dire que soit on serait urbanisé ou en tout cas artificialisé, soit on serait naturel et pur, etc. Je donne juste un exemple. Le cœur de ma ville, vous l'aurez compris, l'étang La Ville, c'est qu'il y avait un étang. Il n'existe plus, c'est le scoop d'aujourd'hui. Et il n'y a plus d'étang. Mais c'est devenu un parc, le parc central, où se passent quasiment tous les événements. Et donc c'est vrai qu'au titre du ZAN, c'est une question. C'est quoi? Donc dans le ZAN, on considère que c'est artificialisé puisque la main de l'homme l'a plus que pétri. Il y a quelques aménagements, vous avez de quoi faire des spectacles, etc. Mais ça reste de fait dans le vécu des habitants comme un espace naturel. Donc là aussi, expliquer aux habitants que dans le cadre du ZAN, c'est une zone artificialisée qui donc potentiellement pourrait avoir un autre usage artificialisé est quand même très dur à entendre. Évidemment, il y a des règles d'urbanisme qui fixent un cadre. Mais je veux dire, c'est ça qui est important. Et peut-être c'est la troisième catégorie, c'est-à-dire celle qui est naturalisée ou qui est naturelle, sans pour autant être totalement dans la définition que vous donniez initialement de la zone naturelle. Donc cet entre-deux n'est pas si simple. Mais je veux juste insister là-dessus. Ça ne simplifie pas notre débat, mais pour montrer que la réalité à laquelle on fait face, c'est vraiment ça. Parce que là, si vous dites d'un point de vue extérieur que c'est une zone artificialisée, que finalement on peut totalement remplacer par du logement, par de l'industrie ou que sais-je, je pense que vous avez un vrai problème, effectivement, en termes de vote derrière aussi. Donc il y a aussi cette vigilance à avoir. J'ajouterais, puisque vous posiez la question, comment on fabrique la ville. Dans mon propos liminaire, je voulais dire qu'on avait besoin d'un cadre clair. C'est-à-dire, moi, je sais que le plan local d'urbanisme que j'ai cité tout à l'heure, qui a une part de perméabilisation des sols, qui donne un certain nombre d'objectifs de trame verte, de trame bleue, est déjà plus d'actualité. On le sait. Néanmoins, pour pouvoir changer mes propres documents d'urbanisme, et je suis assez curieux de ce que j'entends à ma gauche et à ma droite sur le sujet, aussi de s'en inspirer, j'attends néanmoins d'y voir plus clair sur le cadre réglementaire, et y compris à l'échelon régional. C'est un point important pour nous, puisque de toute façon, nos documents d'urbanisme devront respecter ceux de la strate du dessus. Ça paraît peut-être technique dit comme ça, sauf que refaire un PLU avec ce que ça implique de temps, de cerveau consacré pour finalement dire que c'est caduc, puisqu'il y a déjà un autre document au-dessus qui a changé, n'aurait aucun sens. Et puis, ça coûterait de l'argent. Je vois quelqu'un dans le public qui fait un geste que je crois reconnaître comme étant celui de l'argent. Tout à fait, ça coûterait en plus. Donc voilà, simplement pour dire qu'on s'inscrit dans une temporalité. Et donc, en tout cas, c'est la perspective que l'on a. Pour moi, là où j'attends quelque chose des architectes, c'est évidemment, mais c'est déjà le cas, c'est un architecte qui arrive sur un site comme l'étang La Ville, son premier réflexe généralement, c'est d'aller voir les élus locaux, en l'occurrence moi-même, mais pour dire finalement comment vous voyez les choses, et on s'inscrit dans un environnement. Que ce soit en termes d'histoire patrimoniale, que ce soit en termes de voisinage, on essaie de l'insérer dans un environnement. Et je trouve, c'est d'ailleurs ce qui fait le côté passionnant du mandat d'élu local, c'est outre qu'il y a des urgences à gérer, il y a des sujets dans tous les domaines, mais effectivement, il y a construire la ville, il y a cette intelligence du dialogue, et où je pense de plus en plus d'ailleurs, et ça a été dit par vous, Madame la Vice-Présidente, qu'il y a aussi cette idée d'y intégrer les citoyens à part entière sur leur propre conception du devenir de la ville. Et je pense que les habitants eux-mêmes ont conscience que la ville ne doit pas être mise sous cloche, qu'elle ne va pas rester exactement la même. La question, c'est comment on en maîtrise les fondamentaux et qu'on ne subit pas complètement les initiatives de promoteurs X ou Y qui ne verraient qu'un sujet de rentabilité. Et j'en arrive à un de mes derniers points, sur la question du modèle économique. Là aussi, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que plus on va demander à celui qui construit d'être exemplaire écologiquement dans les matériaux utilisés, dans la perméabilisation des sols, donc utiliser moins d'espace, ça pose des questions de coût et de rentabilité derrière. Donc il y a quand même la question du modèle économique et comment effectivement on crée une rentabilité malgré tout pour des acteurs privés. Et là, est-ce que c'est des aides du côté de l'État? Est-ce que c'est, par rapport, si on parle de logement social, pour les bailleurs sociaux, un vrai sujet aussi de comment ils sont financés? Bref, il y a toute une mécanique derrière. Et je terminerai simplement sur une idée
que quand on parle, évidemment, vous disiez qu'il faut sortir du ZAN les projets européens ou nationaux. Voilà, il faut. Voilà, ça, on partage totalement cette analyse. Pour moi, il faut aussi élargir le scope de la réflexion sur la question de la fiscalité. Et je ne vais pas être trop long, puisque ce n'est pas le sujet premier, peut-être, pour l'ordre des architectes, mais c'est un sujet quand même à part entière. Pour vous dire, je disais, les arbitrages qu'on a à faire en tant que maire, vous avez une friche dont on vous dit désormais dans le ZAN, vous avez le droit à tant d'hectares, par exemple. C'est un vrai sujet de se dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je construis du logement? Est-ce que je construis des zones d'activité économique? Un mix des deux? Quand on supprime ou quand on annonce le souhait de supprimer CFE, CVAE, etc., donc un certain nombre d'impôts économiques, j'en comprends la logique, en tout cas celle annoncée du gouvernement en termes d'allègements fiscaux pour les entreprises. La conséquence, c'est quoi pour un maire? C'est qu'à un moment donné, quand vous faites un choix, si d'un côté vous construisez du logement et que vous avez des recettes à peu près assurées par la taxe foncière, tant qu'elle existe, et que de l'autre, vous avez l'autre alternative qui est de construire de la zone d'activité avec ce que ça entraîne aussi de dérangements potentiels, de camions, etc., mais que vous n'avez plus du tout de fiscalité afférente pour la collectivité, le choix il est vite fait pour un certain nombre de maires qui sont en difficulté financière et ils vont se dire bon bah j'opte pour des zones résidentielles et pas pour un mix avec des zones d'activité économique. Or précisément le ZAN, la logique au-delà, c'est de sortir de ce qu'on appelle finalement le pendulaire. J'habite quelque part, je travaille à un autre endroit et je prends ma bagnole, pour parler vulgairement, pour aller d'un endroit à un autre. Donc c'est pour ça que j'insiste que je trouve que le ZAN va dans le bon sens, mais ça implique quand même une cohérence d'ensemble, y compris sur les politiques fiscales qui sont prônées. Et je trouve que là, en la matière, il y a encore sans doute du travail à mener. Oui. Moi, je suis un militant et un pratiquant depuis 2014, où je suis élu à l'urbanisme, de l'urbanisme négocié. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'un, quelle que soit sa place, aura automatiquement raison par-dessus les autres. Et donc, il nous appartient à nous, en tant qu'élus, de libérer les espaces, en lien avec ce que disait Daniel à l'instant, pour faire en sorte que tous les acteurs qui font la ville, et dans tous ces acteurs qui font la ville, pour moi, il y a l'habitant, évidemment, soient en capacité d'être en maîtrise et puissent finalement, en quelque sorte, participer à l'édification des règles. On l'a fait à Montreuil en 2015 quand on arrive, parce que la question de la densité était un sujet de confrontation depuis 20 ans, où le moindre permis, le moindre projet était automatiquement un sujet d'affrontement entre habitants, avec aussi évidemment les instrumentalisations qui peuvent venir derrière. Mais en créant les conditions du dialogue, on arrive finalement à dépasser un certain nombre de clivages ou d'appréciations. On a mis en place à Montreuil ce qu'on appelle vulgairement, entre guillemets, la charte promoteur, qui est très mal vue par la Fédération des promoteurs de l'immobilier, même si ça a un peu évolué. Mais elle a un intérêt. C'est qu'au-delà de ce que dit le règlement, on exprime une réalité territoriale, on partage une réalité territoriale avec les différents acteurs de la construction de la ville. Et en faisant cela, finalement, on crée les conditions de limiter, on va dire, les temps de confrontation qui font perdre du temps, finalement, derrière à la construction. On a moins de recours, les choses se passent mieux. Et dans cet espace-là, on avait travaillé à l'époque avec l'ordre et avec des temps avec les architectes, et par rapport à la question qui était posée, ce qu'on attend des architectes, moi je ne me sens pas en dire j'attends ceci. Le plus souvent, je ne veux pas être flagorneur parce que je suis sur votre stand, mais les architectes ont un petit peu un temps d'avance sur nous et sur la réalité. Le rapport Leclerc en a été la démonstration. Le rapport Leclerc sur le logement est arrivé avant la crise Covid. Et qu'est-ce que disait le rapport Leclerc? C'est qu'il fallait concevoir l'aménagement et l'aménagement intérieur des logements complètement différemment de ce qui avait été fait sur ces 20 et 30 dernières années, en pensant la question à l'extérieur, en pensant à la question du volume des pièces, des hauteurs sous plafond, de la question des logements traversants, de la question aussi je me souviens de ce débat sur il était une mode de la cuisine à l'américaine, et finalement la crise Covid fait que de temps en temps j'ai plutôt envie de m'enfermer dans la cuisine pour pouvoir bosser pendant que les mômes sont dans la pièce à côté. Bref, ils ont dit des choses avant qu'on soit rattrapé par la réalité, qui du coup pose la question de la façon dont on conçoit le logement et la façon dont du coup à la parcelle, à l'échelle de l'îlot, on conçoit cette densité. Et donc moi ce que je crois, c'est que quand on est sur des projets, je reviens aux exemples que je donnais tout à l'heure,
Si je laisse faire la logique habituelle, un projet d'aménagement, c'est d'abord un bilan financier d'opération avant d'être un projet à l'échelle d'un périmètre donné. Si on pose la question d'abord du projet, ok, on passe pour des foudingues en disant mais oui, mais quand même, mais ça va coûter, etc. Mais du coup, on se donne la possibilité d'aller sur des sujets qui sont le mieux-disant d'un point de vue environnemental, le mieux-disant en point de vue de désimperméabilisation des sols. Et après, je rejoins ce que disait Daniel à l'instant, on a un sujet. C'est que quand la puissance publique a décidé de faire de la lutte contre l'habitat dégradé et insalubre une priorité nationale, on a créé l'ANA. On a créé un dispositif pérenne qui permet de participer au financement de résorption de l'habitat indigne. On en a une dans une ZAC du secteur du Bas-Montreuil, où le déséquilibre de l'opération lié à cette problématique très spécifique est en partie aidé et cofinancé par ces financements de l'ANA. Eh bien moi je crois que sur la question de la désimperméabilisation, de la renaturation, il faut sortir de la logique où les élus locaux sont obligés d'aller quémander la petite subvention du fonds vert où je vais avoir 500 000 € sur une opération qui en fait 10 millions, et donc on ne règle pas le problème. Et donc il faut se poser la question d'un dispositif financé qui permette d'accompagner des opérations d'ensemble, et donc non plus à la parcelle, mais vraiment avec la logique d'aménagement, qui nous permettent d'aller à la reconquête de ces espaces. Et moi, je crois, et en tous les cas, je l'ai entendu à plusieurs reprises, et tu le disais à l'instant, sur cette volonté des maires. On n'a pas besoin de dispositifs éloignés de nous, contraignants, etc. On a besoin d'être accompagnés dans notre capacité à construire et à porter la ville de demain. Bien. Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Valérie, c'est ça? Non, moi je rebondis juste sur un point qui a été souligné par Agnès Langevin. Je crois qu'il faut que maintenant on passe à une massification. C'est vrai que les missions où on avait pour idée de trouver quelque chose d'exemplaire, ça fait 20 ans qu'on en fait, et c'est vrai que si on met 2 fois plus d'argent que d'habitude, on arrive à faire un bâtiment qui est exemplaire. Mais comment on fait maintenant pour arriver à massifier, à répondre de façon importante? Et moi, j'ai quand même un embryon de solution. C'est le nombre d'architectes qu'il y a en France, puisqu'il y en a 30 000, 3 000 en Occitanie, et que ces architectes-là sont quand même des experts de leur territoire. C'est-à-dire que quand vous avez des nouveaux arrivants dans votre ville, etc., vous avez probablement un architecte qui doit être installé pas très loin de votre mairie depuis de nombreuses années, et qui connaît donc les acteurs, bien sûr, qui connaît les contraintes environnementales, urbanistiques, patrimoniales. Donc l'architecte n'est pas seulement celui qui va faire de la maîtrise d'œuvre, mais qui peut être mobilisé à l'avance pour vous éclairer sur des questions paysages, environnementales, patrimoniales, bien sûr, et architecturales. Donc je pense que nous, en tous les cas, on a un dispositif qui s'appelle un maire, un architecte, mais ça marche aussi avec un maire, une région, ou un président de l'ordre avec une région. Et d'ailleurs, on a décliné, on a territorialisé, si j'ose dire, le plaidoyer national à l'échelle de l'Occitanie, que j'ai remis tout à l'heure à Agnès Langevin. Et donc, on a convenu de se voir rapidement pour voir effectivement comment on va pouvoir probablement passer à une autre échelle pour aller à la rencontre de tous les élus, les maires qu'il y a sur notre territoire. Je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre. Une table ronde aussi riche avec des échanges aussi intéressants, c'est toujours un peu frustrant d'être dans un temps limité. Je vous remercie tous d'être venus. On est très heureux que vous ayez pu participer avec nous. De toute façon, je vous invite au cocktail là, qui est en train de se mettre en place pour poursuivre ces échanges et éventuellement avoir des échanges avec la salle et les gens qui sont là. Je voulais peut-être aussi revenir sur la journée qu'on a passée aujourd'hui, dire qu'il y a quand même eu 11 tables rondes qui se sont succédées. Là, vous êtes la 11e, avec autant de qualité. On voit qu'il y a eu beaucoup de thématiques sur ce sujet du ZAN, de la transition écologique. On sent bien qu'on est dans un moment où il faut changer les pratiques, que ça interpelle tout le monde, autant les professionnels que les élus, qui sont tous en dynamique, qu'il y a beaucoup d'élus aussi qui, justement, travaillent main dans la main avec leurs architectes et qui ont trouvé des solutions. Je partage ce qui vient d'être dit sur maintenant, il faut sortir de l'exemplarité, il faut être dans la généralité. C'est aussi ce
que nous, modestement, on essaye de porter à notre échelle. Et je tiens aussi quand même à remercier vraiment l'ensemble des régions, l'ensemble des élus d'ailleurs, qui se sont prêtés au jeu de venir parler avec leurs architectes de leurs projets, l'ensemble des conseils régionaux qui se sont mobilisés, qui se sont succédés, qui ont beaucoup travaillé avec nous, et l'ensemble des équipes, autant dans les conseils régionaux qu'au Conseil national, parce que on a aussi ce très beau stand avec toute cette technique qui nous accompagne. Et ça, c'est aussi le fruit d'une mobilisation de longue date au sein du Conseil national qui mérite d'être soulignée. Donc maintenant, je vous invite à venir partager un verre et à poursuivre nos échanges ensemble.